Ça a créé une sorte de méfiance en fait entre les deux sexes, où les femmes, en tout cas certaines femmes, voient les hommes comme des prédateurs, comme des agresseurs sexuels, et à l'opposé, les hommes n'osent plus aller vers les femmes, de peur d'être accusés d'avoir fait des choses. Les Français feraient moins l'amour, notamment les plus jeunes, c'est ce que révèle un sondage de l'IFOP du mois dernier. On va essayer de comprendre pourquoi avec une sexologue. Je vous demande d'accueillir sur le plateau Charlotte Cession. Alors déjà cette info qui fait un petit peu, qui nous surprend en fait, parce qu'on apprend que les jeunes feraient moins l'amour maintenant. Alors ça peut s'expliquer par plein de facteurs, on va essayer de comprendre ensemble. Et d'abord, pourquoi, selon toi, puisque tu es sexologue, on fait moins l'amour aujourd'hui ? Écoute, de base, déjà, on est dans une génération Tinder, un peu buffet ouvert comme ça. Donc, on vient avec une checklist, on essaye que la personne coche tous les critères. Et si elle ne les coche pas, il y en aura une autre qui dira oui, on va dire ça comme ça. Donc, on est un petit peu plus difficile. On a l'impression, en tout cas, qu'on peut avoir un peu tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas toujours la réalité. Non, en effet. Et on est dans une société aussi beaucoup plus individualiste, auto-centrée, comme on dit. Donc, est-ce que ça peut être aussi parce qu'on ne se sent pas tout à fait prêt, ou en tout cas, on recule un peu. On le voit d'ailleurs dans le travail, même les jeunes vont plus tardivement au travail. Est-ce qu'ils se mettent plus tard aussi à entreprendre des relations amoureuses? Oui, je pense qu'il y a une certaine immaturité émotionnelle aussi, une certaine peur de l'engagement. On en parle beaucoup. Et cette peur de perdre. Aussi, bon, moi j'ai pas envie de m'investir parce que je pourrais perdre mon temps, parce que ça pourrait être la mauvaise personne, je pourrais me faire avoir. Ouais. Donc, la peur du rejet aussi. Voilà, peur du rejet en effet, même si le rejet, ça se discute pour moi. Il y a quand même un petit effet Calimero qui reste dans la société, du personne ne m'aime, les gens ne veulent pas de moi. Il faut aussi voir un petit peu l'attitude qu'ont ces personnes-là. Je le compare toujours avec un homme qui peut être très beau, par exemple on peut prendre Brad Pitt, que tout le monde connaît, je pense qu'il fait l'unanimité, versus un homme comme Vincent Cassel, qui physiquement n'est pas le plus sexy. Bon voilà, Vincent, si tu veux aller boire un verre, il n'y a pas de souci. On peut toujours dire oui, mais en tout cas... Mais c'est quelqu'un qui a énormément de charme. Et le charme, parfois, est beaucoup plus ravageur que la beauté. Donc je pense qu'il faut travailler sur les attitudes, les comportements et plutôt les points positifs que les points négatifs qu'on peut se trouver à soi-même et qui sont d'ailleurs toujours réels. Exactement. Les hommes, on le voit dans ce sondage de l'IFOP, ou en tout cas dans cette étude, sont les plus touchés. Pourquoi ? Je pense que le féminisme est passé par là. Alors le féminisme a eu de très bons côtés, notamment pour dénoncer tout ce qui était violence sexuelle, même au sein du couple. C'était clairement nécessaire. Et qui sont d'ailleurs les plus représentés. Hein. On voit même dans les viols, c'est souvent au sein du couple, ou en tout cas de la famille ou de l'environnement proche. Dans 80% des cas, c'est dans la famille et c'est pas l'agression sexuelle qu'on connaît dans les films, dans la rue. Dans la nuit noire, par un agresseur qui vient derrière vous, pas du tout en fait. Et la deuxième chose, c'est d'avoir intégré le consentement. Qui était aussi nécessaire. On est dans une situation où il y a beaucoup moins de devoirs conjugal. Une femme qui n'a pas envie de faire l'amour avec son compagnon ou avec un homme va plus facilement dire non. Qu'à l'époque, non, elle a tendance à se forcer. Et on remarque aussi que plus les femmes sont féministes ou éloignées de la religion, moins elles sont confrontées à du sexe non consensuel. Mais le consentement aussi, ça peut poser des limites. En tout cas, ça peut, pour les jeunes générations qui seraient en train de payer un peu les pots cassés des générations d'avant et qui finalement sont un peu perdues en fait. C'est ça, donc ça a créé une sorte de méfiance en fait entre les deux sexes, où les femmes, en tout cas certaines femmes, voient les hommes comme des prédateurs, comme des agresseurs sexuels, et à l'opposé, les hommes n'osent plus aller vers les femmes de peur d'être accusés d'avoir fait des choses ou de se dire il y a une soirée qui se passe bien avec une fille, on en finit par avoir un rapport sexuel et puis est-ce que demain elle va m'accuser de viol devant tout le monde alors qu'en fait elle le voulait. Parce que le consentement c'est quelque chose de très compliqué. Comment ça se passe avec les patients? Est-ce que c'est des questions qui reviennent souvent? Est-ce qu'on a une problématique aussi de consentement qu'on devrait répéter, en fait, redemander constamment dans la soirée ou dans l'acte? Et ça aussi, ça peut faire peur. Oui, c'est un peu la base. C'est qu'on dit le consentement qui a été donné à 8 h du soir n'est pas forcément le consentement à 8 h 30. Donc on a le droit de le retirer absolument quand on veut, mais l'important c'est de communiquer. Il y a des personnes qui ne communiquent pas et donc des hommes qui se retrouvent, enfin je dis des hommes en majorité, il y a des femmes aussi bien entendu, mais essentiellement des hommes qui se disent en fait elle n'avait plus envie, elle ne me l'a pas dit. Et du coup, je me retrouve accusée de choses que je n'ai pas faites. C'était pas vraiment l'ambiance du moment. Donc le consentement, il n'est pas continu. Et je pense que l'important, c'est de communiquer tout au long de l'acte sexuel en disant « Ok, est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que je te fais mal? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on continue ou pas ?» Après, voilà, il y en a qui le voient comme un tue l'amour. Ça peut aussi être très sensuel, ça dépend comment on l'amène. La communication, c'est la clé. La communication, c'est la clé, exactement. La conséquence aussi de toutes ces injonctions, là on parlait du féminisme, c'est que ça peut créer des troubles.
Et en préparant l'émission, tu me disais qu'on était un petit peu étonné en tant que sexologue de voir des jeunes de 18 à 20 ans venir avec des problématiques qui se posaient plutôt à des hommes de 50 à 60. En effet, on a beaucoup de jeunes qui viennent avec des problématiques de troubles érectiles qu'on voyait souvent chez les hommes de 60, 70, 80 ans. Je dis 70, je suis belle. Oui, mais ça, c'est pas grave. Pour le coup. Et qu'on voit maintenant chez des 18-25 ans, des hommes qui ne se sentent plus du tout à la hauteur, qui ont peur de faire les choses et donc qui sont complètement bloqués. Après, l'avantage, c'est que chez les jeunes, c'est souvent un blocage psychologique pur. Donc, s'il y en a qui sont confrontés, qui regardent la vidéo, ne vous tracassez pas. On travaille ça en thérapie sans problème et ça se résout très vite comparé à des problématiques chez les hommes plus âgés qui sont souvent liées à des maladies. Mécanique ou... Voilà, des maladies, des chirurgies, etc. Donc là, il faut parfois travailler avec un urologue, une chirurgie, des médicaments, etc. C'est pas du tout la même chose. Les injonctions peuvent être parfois aussi un peu dures du point de vue global parce qu'il y a une éducation sexuelle aussi, on va dire, où on prend souvent, notamment à l'école quand on commence à en parler, on prend la sexualité par rapport à tout ce qu'elle a de problématique ou de dangereux. Alors, quand on a passé la question de se protéger, etc., on a les maladies, et en fait, on a aussi un climat anxiogène qui est créé par l'éducation sexuelle elle-même. En effet, on met l'accent que sur les points négatifs, comme tu viens de le dire, donc les grossesses, les maladies, on parle très très peu de plaisir et de positif, alors que pour moi c'est une erreur. On a enfin intégré le consentement, ce qui est une bonne chose parce que je pense qu'il faut en parler et c'est une problématique de société, mais c'est bien aussi de parler des choses positives. Je pense que ça donne beaucoup plus d'armes aux jeunes et ça leur permet de faire un choix vraiment conscient, notamment je pense à leur première fois, plutôt que de le faire sous une pression de groupe, de se dire bah, ok, c'est ça que je veux faire, je veux le faire avec une personne en particulier, je veux faire un moment qui est plus spécial. Donc on responsabilise la personne, en fait, plutôt que de lui dire « ok, ne le faites pas ». Quoi, en gros. Et de ne pas oublier en plus que ça peut être très bien quand c'est bien fait, quand c'est fait avec des personnes consentantes. Exactement. Et ça a beaucoup de bienfaits aussi pour la santé, on en reparlera tout à l'heure. Je parlais d'anxiogène, de climat anxiogène. On a aussi eu le Covid qui a touché les plus jeunes, qui les a empêchés de sortir à un moment où c'était peut-être les premières fois justement, et qui a peut-être décalé cette première fois et qui a rajouté un petit peu de crainte aussi et de peur. En effet, on a été dans un climat très anxiogène, on est toujours dans un climat très anxiogène à l'heure actuelle. Ça a créé beaucoup d'isolement au niveau affectif, au niveau sexuel. Il y a des gens qui à l'heure actuelle sont toujours bloqués là-dedans. Ils ont beaucoup perdu confiance en eux, ils ne se font pas confiance, ils ont peur. Et donc il y a des blocages derrière qu'on peut résoudre aussi. La guerre en Ukraine, on en entend parler, de toute façon si on écoute l'actualité, on parle souvent plus de négatif. Et puis il y a aussi la charge mentale, c'est pareil, c'est un nouveau mot qu'on connaît depuis peu de temps mais qui est utilisé très souvent. Alors ça concerne peut-être moins les jeunes filles, mais en tout cas ça concerne les femmes encore de la quarantaine et de la cinquantaine, on va dire. C'est ça, oui, le travail, les enfants, les obligations au sens large, ça peut être chez les jeunes aussi. Et on remarque qu'il y a de plus en plus de jeunes sous antidépresseurs, ceux qui n'aident pas, parce que bon, le fait d'être déprimé, je ne vais pas parler de dépression parce que la dépression est quand même une maladie mentale, c'est grave. On peut tous avoir une période de déprime, c'est pour ça qu'on est dépressif, donc il faut faire attention aussi avec les termes qu'on utilise sur les réseaux notamment. Quand on est déprimé, en général, la libido, c'est pas au top, on n'a pas très envie de faire l'amour, disons-le clairement, et le fait de prendre des antidépresseurs peut avoir un effet délétère, voilà, où c'est encore pire. Et puis la société aussi, au-delà de son climat anxiogène, elle a énormément évolué ces dernières années avec notamment l'apparition du téléphone portable qui ne nous quitte plus dans la chambre à coucher, on s'endort avec, on se réveille souvent avec, c'est aussi notre réveil. Et ça aussi, ça peut avoir un impact aussi sur les relations humaines, tout simplement. Oui, en effet, il y a deux effets. Le premier effet, c'est qu'on évite plutôt une relation sexuelle pour pouvoir s'occuper des réseaux, de son téléphone, de ses jeux vidéo, etc., qui ont tendance à plus nous procurer du plaisir apparemment, selon certains. Et l'autre, c'est j'ai un rapport sexuel qui est insatisfaisant, l'orgasme que j'ai eu, si j'en ai eu un, ne me procure pas autant de plaisir que de regarder une série, donc je vais vite regarder une série ou je vais sur les réseaux pour compenser en fait... C'est la facilité et l'objectif à court terme d'un plaisir instantané, quoi. Et c'est encore pire pour les couples qui vivent ensemble apparemment. Que les gens qui se voient une fois de temps en temps, où ils disent bon, on a quand même envie de faire l'amour, on se voit une fois toutes les semaines. Mais du coup, ce mot de libido qu'on utilise, est-ce qu'on peut déjà le redéfinir de façon très claire et très simple? Parce qu'on peut aussi confondre parfois le consentement, l'envie sexuelle et la non-envie sexuelle. Mais l'envie sexuelle, parfois, elle peut venir aussi par un bouquet de fleurs ou en tout cas des attentions qui peuvent permettre aussi d'avoir envie. On n'a pas envie comme ça d'un seul coup. La libido et le consentement sont deux choses complètement différentes. La libido, c'est le désir sexuel. Ça s'entretient. Le problème de cette génération qui est tout le temps sur les réseaux, c'est que on fait pas
attention à l'autre. Le désir sexuel, il monte par exemple tout au long d'une journée par des petites choses. Simplement un regard, le fait de faire un câlin, de se faire un bisou, d'être là, de répondre et pas être juste sur son téléphone à scroller alors que votre partenaire est juste à côté de vous et que vous l'ignorez en fait. Et aussi justement quand on consomme les réseaux sociaux, on a tendance à voir des vies un peu parfaites, en tout cas ce que les gens ont sélectionné pour nous montrer. Et ça aussi, ça peut créer un sentiment de malaise et une impression de ne pas réussir sa vie quelque part et du coup de ne pas s'épanouir. En effet, c'est typique Instagram où on ne voit que des couples qui fonctionnent, des couples qui ne se disputent jamais, des couples parfaits. C'est comme l'influenceuse qui part en vacances 3 jours à Marrakech, je vais dire, et qui prend 600 photos et pendant 6 mois, elle vous fait croire qu'elle est en vacances alors qu'en fait, elle est chez elle à inventer une vie. Et les couples, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, qui font croire à tout le monde que ça fonctionne très bien alors qu'en fait, c'est une catastrophe au privé. Je le disais, toi, tu es psychologue et sexologue, donc tu étudies aussi le comportement des gens. J'imagine que l'addiction, qu'elle soit justement à ces réseaux sociaux, elle a un impact, mais elle peut être aussi d'ordre sexuel, justement. Oui, en effet, on peut avoir une addiction aux réseaux sociaux ou aux jeux, en général, ou une addiction globale, mais ça peut aussi se transformer en hypersexualité. Donc c'est pas toujours de l'évitement sexuel, c'est justement avoir une sexualité un petit peu débordante, je vais dire, comparée à la moyenne, sans parler de normalité non plus, puisque la normalité, on peut en parler pendant des heures, mais par rapport en tout cas aux standards classiques. Et là aussi, dans un couple, ça peut poser problème si c'est mal compris et en tout cas communiqué, quoi. S'il y a un décalage, mais de nouveau, il faut communiquer et s'adapter, voir comment on peut faire à deux. Et puis le sexe, tout simplement, il est aussi beaucoup plus présent dans notre société, et d'ailleurs pour le plus jeune âge aussi. Oui, en effet, on le retrouve beaucoup dans le cinéma, même dans les publicités à l'heure actuelle. Et il y a aussi beaucoup plus de dialogue avec les parents ou les proches. Donc on parle de sexualité très tôt et beaucoup plus en détail que les générations passées. Et on se retrouve un petit peu dans une génération qui est gavée en fait du sexe. C'est un peu comme une analogie à la nourriture. Plus on en donne, moins on en veut. Et ça peut même aller jusqu'à créer une aversion chez certaines personnes en disant « moi je ne saurais pas faire ça, ça me dégoûte, je ne saurais pas ». Et si on reste sur les jeunes générations, on se rend compte aussi que la consommation de porno, elle est de plus en plus importante et elle intervient aussi beaucoup plus tôt. En effet, on avait des enfants avant de 14-15 ans qui commençaient à regarder de la pornographie. Maintenant, on est plutôt vers des 8-9 ans, donc c'est vraiment très très tôt. Et concrètement, quels sont les dommages que ça peut créer sur des si jeunes cerveaux ? Écoute, ça crée des fausses croyances et des attentes irréalistes pour l'essentiel. Donc les fausses croyances, c'est « mon Dieu, mon sexe doit faire cette taille-là, je dois ressembler à ça, je dois tenir aussi longtemps ». Et au niveau des attentes irréalistes, on est confronté à des corps qui sont parfaits, qui sont refaits. On se retrouve avec des femmes qui ont des faux seins, qui se sont fait refaire la vulve, avec des hommes qui sont à la salle de sport 5 fois semaine, qui sortent un engin qui ferait peur à la majorité des filles, je pense. Et par rapport, du coup, quand on revient sur des personnes qui sont tout à fait standards, classiques, il n'y a plus d'excitation par rapport à ça. Ça ne correspond pas à ce qui nous excite en général, à ce qu'on regarde. Et donc, il y a un bug à ce niveau-là, de dire moi je suis excitée par une fille avec des faux seins et ma copine elle est plate. Donc je n'arrive pas à ressentir. Voilà. Et l'éducation sexuelle, à quel moment elle peut venir aussi contrecarrer tout ça? C'est complexe de parler de ces sujets-là avec les jeunes notamment. Insister sur le fait que le porno n'est pas la réalité. Ce sont des acteurs, ils sont payés, on fait des montages, on fait des coupes, ça n'a rien à voir en fait. Regarder un porno ou faire l'amour avec quelqu'un, c'est deux choses complètement différentes. Et si on reprend l'étude de l'IFOP, on découvre aussi de façon un petit peu étonnante que l'utilisation des sextoys concerne plus les hommes, peut-être aussi parce que c'est tabou et qu'on en parle un peu moins. Oui, en effet, les femmes, on en parle déjà depuis beaucoup plus longtemps, notamment depuis l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Elles se livrent beaucoup plus facilement sur leur sexualité, sur l'utilisation de sextoys, elles sont beaucoup plus à l'aise. Après, le sextoy n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça peut aider à la masturbation et ça peut aussi aider à apprendre à connaître son corps, qu'on soit un homme ou une femme. Donc on peut l'utiliser seul ou on peut l'utiliser en couple. L'intérêt, c'est juste de ne pas exclure son partenaire et toujours de rester bien sûr dans la communication. Et que ça ne devienne pas un outil pour exclure l'autre. L'absence ni créer de fausses attentes, désolée de t'interrompre, parce que la différence entre utiliser un sextoy, on peut avoir un orgasme en 20-30 secondes, alors que si on a un rapport sexuel avec quelqu'un, si on s'attend à ça, on va être assez déçu, je pense. Sauf s'il a beaucoup de talent. Oui, moi je peux pas être partout. Bref, en tout cas, on va parler de l'absence d'attirance sexuelle, elle existe aussi, et on en parle aussi de plus en plus, parce qu'on parle de toutes les sexualités différentes, et celle-ci apparaît aussi, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une réponse à tout. Non, en effet, donc la sexualité existe, c'est l'absence d'attirance pour autrui. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de libido, qu'ils n'ont pas de désir sexuel, ni de fantasme. Maintenant, il ne faut pas confondre une asexualité avec une baisse de libido. Il y a des personnes qui ont des baisses de libido dans leur vie, c'est normal. Il y a des après une grossesse, par exemple? Par exemple, en effet, après une grossesse, il y a des tensions dans le couple, on est accaparé par son travail, et donc c'est normal de ne pas avoir de libido à ce moment-là. Ça revient après,
Ce n'est pas une asexualité. Une asexualité, c'est vraiment une orientation sexuelle. Ils font partie de la communauté LGBTQIA+. C'est le fameux A à la fin. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Et souvent, on peut entendre dans les débats, même récemment, de dire « mais pourquoi vous voulez forcer les gens à avoir des relations sexuelles ?» Parce qu'en fait, tant que ça n'est pas une souffrance pour la personne, inutile d'aller voir un sexologue ou un thérapeute. En revanche, il faut rappeler aussi que ça a des bienfaits quand même. Oui, la sexualité a des bienfaits, notamment au niveau de la santé, ça aide au niveau cardiovasculaire. On remarque aussi que les hommes qui éjaculent souvent ont moins de problèmes de cancer de prostate. Ça a aussi un effet anti-déprime, anti-stress, anti-insomnie. Ça libère pas mal d'hormones, dopamine, endorphines et compagnie. Donc il y a quand même des choses intéressantes. Et au niveau du couple, ça resserre les liens. Il y a de nouveau des libérations hormonales. Et en tant que sexologue, on remarque en effet les couples qui font plus souvent l'amour ont aussi une durée plus importante et ils sont plus complices, plus proches. Et pour conclure, justement, restez avec nous parce qu'on va passer de l'autre côté du plateau pour le happening. On a préparé une petite chose pour être peut-être un peu plus concret et ça va parler peut-être un petit peu mieux aux gens. C'est dans 5 secondes après la pub. Restez avec nous. À tout de suite. De retour dans le Late, toujours avec Charlotte Session, dans une ambiance un peu plus... On va essayer de reproduire un cabinet de psychologue. Oui, là on est plutôt dans un cabinet de psychanalyste. Les patients ne se couchent pas chez moi. Donc tu peux t'asseoir, ça sera déjà un peu plus proche de la réalité. Très bien. Oui, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image dans les films, dans les séries, ce qui fait un peu peur d'ailleurs, hein, de se retrouver face à quelqu'un qui ne parle pas, qui fait des... Ou qui ne pose que des questions. Ouais. Et qui n'amène rien. Et donc c'est pas comme ça que ça se passe? Non, pas du tout. Bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a préparé quelques petits cas. Et l'idée, c'est essayer de comprendre un peu, de façon un peu plus concentrée, ce qui se passe réellement dans les cabinets, les questions aussi que les gens peuvent poser, qui reviennent peut-être souvent. La première, je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je n'arrive pas à avoir d'érection lors d'une relation avec la fille que j'aime, mais quand je regarde du porno, oui. Alors avant de répondre à Antoine, du coup, j'aimerais quand même bien préciser que dans une thérapie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc là, je vais me baser sur l'idée que ce que tu m'amènes est correct. Oui. Ce qui n'est pas souvent le cas. En général, les gens viennent avec un problème qui en fait est la conséquence d'un autre problème qu'on va pouvoir trouver ensemble. Donc là-dessus, voilà, ça ne se passera pas comme ça dans une vraie séance et vous ne sortirez pas d'une première séance avec toutes les réponses ou des choses à faire, etc. Voilà, comme ça, c'est pour les gens qui ne sont jamais allés en thérapie, que ce soit la psychothérapie ou la sexothérapie, ça ne se passe pas comme on va le faire maintenant. Ok. L'idée là, c'est plus d'avoir une grande idée des réponses qu'on peut avoir. Exactement. Donc du coup, Antoine, par rapport à sa situation, ou à ta situation en fait, faire comme si tu étais vraiment Antoine, je pense que tu as pas mal d'attentes irréalistes liées au porno, donc je pense que le porno a fait quand même un petit peu de dégâts dans ta vie, qui est lié aussi à une anxiété de performance. Le porno, comme je l'ai déjà dit avant, n'est pas la réalité, on n'est pas dans la performance, on est dans l'échange avec une personne, dans la cohésion, dans la complicité, donc c'est pas tout à fait le but. Ici, le porno, comme je disais, c'est une performance, c'est aussi des acteurs, ce sont des gens qui ne ressemblent pas au physique classique que l'on croise dans la société, donc c'est possible que tu ne sois pas autant attiré par ta copine que tu le serais par une actrice porno. Ça aussi peut-être fait baisser ton estime de toi en te disant tu n'es pas capable de faire ce qu'un acteur porno fait, et heureusement, c'est pas le but. Donc on déstresse et puis on déstresse, exactement. Et par rapport à ça, il faut toujours rester dans le dialogue avec ta copine, voir ce qu'elle aime, ce que tu pourrais faire aussi à côté de ça. Parce que parfois on se fait une image ou une idée de quelque chose qui n'existe pas en réalité. La communication permettrait de remettre les pendules à l'heure. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la pénétration n'est pas forcément nécessaire pour qu'il y ait un rapport sexuel. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc ça, je dis dialogue avec ta copine, vois ce qu'elle aime et surtout ne culpabilise pas. Ça ne va pas aider. Au contraire. Au contraire. Deuxième cas, cette fois-ci, je suis une femme. Moi, c'est Laurie, j'ai 32 ans, je n'ai jamais fait l'amour parce que j'ai peur de voir un pénis en érection. Je ne sais pas comment faire pour l'annoncer à mon copain. Bonjour Laurie. Enchanté. Alors déjà, il faudrait voir un petit peu ce qui te fait peur avec cette idée de pénis en érection. Je pense que tu as peut-être une méconnaissance de l'anatomie masculine. Donc moi, je vais commencer par ça, par de la psychoéducation, avec des planches anatomiques pour t'expliquer à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, pour te rassurer aussi. Par rapport à ton copain, je pense que de base, la communication, simplement lui dire tes inquiétudes, ce qui te fait peur, surtout si lui a plus d'expérience que toi, il pourra aussi te rassurer. Ne pas faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tout simplement aussi. Qui pourrait sur le long terme aussi apporter plus de problèmes. Et procéder par étapes, doucement pour arriver vers un rapport sexuel, je vais dire, complet. Très bien. Troisième question, c'est Joseph. J'ai 18 ans, je n'arrive pas à satisfaire ma copine. Lorsqu'on fait l'amour, je ne peux m'empêcher de penser à toute la pression que j'ai de lui donner du plaisir. Je panique et j'y arrive pas. D'accord, bonjour Joseph.
Je vais partir du principe que tu es certain que ta copine n'est pas satisfaite et qu'elle te l'a dit. De nouveau, je ne peux pas le vérifier. Moi, ce que je vais d'abord faire, c'est surtout analyser un petit peu ce qui se passe au niveau comportemental et au niveau de tes pensées pendant l'acte sexuel. Et on va repartir sur une restructuration de tes pensées. Donc, au lieu d'être dans le négatif, plutôt partir sur le positif, continuer sur la communication, comme d'habitude. Tu as certainement aussi une anxiété de performance, et plus tu te dis que ça ne va pas aller, plus tu as de chance que ça n'aille pas. Exactement, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Sarah, 40 ans, depuis mes enfants, je n'arrive pas à avoir d'orgasme durant nos relations avec mon mari, bien qu'il m'attire toujours. Bonjour Sarah. On va d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau physique avec un examen gynécologique. Il y aura peut-être une rééducation à faire au niveau du périnée. Bon voilà, il faut savoir aussi qu'une grossesse, ça crée beaucoup de changements au niveau physique. Ça peut aussi, on ne s'habitue pas à son nouveau corps, donc on a un peu une perte d'estime de soi-même, on ne se trouve plus très attirant, ce qui ne donne pas envie de faire l'amour avec son mari ou son compagnon. L'arrivée d'enfants peut aussi créer des tensions dans le couple, donc il faut voir comment ça se réorganise. On pourra repartir sur de la détente et un apprentissage de ses sensations par de la pleine conscience, par exemple. Et ce qui est intéressant, parce que là tu le dis, on peut aussi envoyer vers un médecin. Le psychologue n'est pas un médecin, donc parfois on peut être amené à envoyer vers un gynécologue, là tu en parlais, mais ça peut être aussi un psychiatre si les problèmes sont plus d'ordre plus psychique. On travaille avec des équipes pluridisciplinaires, donc on peut tout à fait envoyer vers un médecin ou un kiné ou autre si nécessaire. Très bien. Rémi, cette fois-ci, 36 ans, célibataire, j'ai peur d'aller vers les femmes depuis que la mienne m'a quitté, car, et là on revient à l'idée de tout à l'heure, je ne la satisfais pas au lit. Bon, déjà, de nouveau, il faut être sûr, Rémi, que ta femme n'était pas satisfaite. Et que c'est bien pour ça qu'elle l'a quitté. Et que c'est bien pour ça qu'elle t'a quitté et pas une autre raison sous-jacente. Je note que la rupture t'a quand même bien ébranlé et que tu as perdu un peu confiance en toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que ta femme n'aimait pas forcément la façon dont vous faisiez l'amour que ce sera le cas avec une autre. La clé, toujours, c'est la communication. Quand tu rencontres quelqu'un d'autre, voir un peu ce que vous aimez, vous apprivoiser et voir un petit peu ce qui fonctionne pour vous deux, tout simplement. Très bien. Enfin, Rose, 27 ans, avec mon copain depuis un an, je n'arrive pas à lui dire qu'il n'arrive pas à me satisfaire. Rose, sorry, c'est bateau, mais on revient sur la communication, simplement. En parler avec ton compagnon et lui dire les choses sans non plus l'attaquer ou lui faire perdre confiance en lui, c'est pas le but. Discuter de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous aimeriez faire, tout simplement, et avancer ensemble, s'apprivoiser, et toujours dans le respect de l'autre et dans le consentement, évidemment. Très bien, bon, ça donne déjà une première idée, une première approche. Avant de se quitter, peut-être un conseil pour tous ceux qui hésiteraient à passer le cap, parce qu'au-delà des problématiques qu'on peut parfois, et difficilement, même entre amis, évoquer, à quel moment on peut se dire « je vais me faire aider, j'ai besoin d'aide et il faut que j'en parle à quelqu'un » ? À partir du moment où vous en souffrez, tout simplement. Ça crée une problématique au quotidien, vous y pensez, ça ne va pas, là il faut consulter. Très bien, merci beaucoup Charlotte. De rien, avec plaisir.